Bonjour. Après la vidéo que j'ai consacrée à montrer comment on pouvait transformer un compteur nucléaire en radiamètre via un étalonnage relatif et ensuite l'avoir compensé en énergie, je voudrais revenir sur un aspect particulier de ce type d'instrument qui est la fluctuation des mesures, hein, que j'ai symbolisé ici par une aiguille qui bouge, hein, lorsqu'on pense au radiamètre un petit peu ancien maintenant, on en trouve de moins en moins qui fonctionnait avec des galvanomètres et une aiguille qui fluctuait. D'accord. Voilà, alors je vais revenir sur notre compteur transformé en radiamètre. Voilà, donc on retrouve notre détecteur donc compensé en énergie par la présence d'un écran. Il est étalonné, hein, donc si on fait mesure au césium 137, on retrouve bien les valeurs attendues, bruit de fond inclus. Si on prend le cobalt 60, on retrouve là encore un peu de choses près la valeur attendue. Ok, donc ça c'est ok. Mais ce qui est important, alors bien sûr, il y a toujours des écarts entre les valeurs vraies attendues, enfin les valeurs vraies et les valeurs mesurées. Ça, c'est standard en mesure, hein. Mais ce qui est particulier avec ce type d'instrument, c'est qu'en réalité, on ne se contente pas de faire une seule mesure. L'instrument répète lui-même, durant un temps d'intégration prédéfini, la mesure. Alors en général, ce temps d'intégration, c'est de l'ordre de la seconde, ce qui veut dire que ici, si on revient sur le césium 137, lorsqu'on met en œuvre l'appareil, le radiamètre, hein, eh bien toutes les secondes, on a une nouvelle valeur, hein, un rafraîchissement de la mesure. Alors donc, c'est ce qu'on demande à l'appareil, ce qu'on attend de lui, c'est qu'il nous donne une mesure dite instantanée, hein, c'est-à-dire avec une certaine réactivité, de telle façon qu'on puisse suivre, en se déplaçant dans un local, qu'on puisse suivre l'évolution du débit d'équivalent de dose, hein, pour faire une cartographie, etc. D'accord. Voilà, donc c'est ce qu'on demande à ce type d'appareil, c'est de répéter la mesure. Après, sur un plan métrologique, ça devient un peu délicat à gérer parce que quelle est la valeur, si on doit la noter, quelle est la valeur que l'on donne, la dernière, faire une moyenne, hors de tête on peut toujours essayer, hein, donc ça peut poser un problème. Ce que l'on constate ici, hein, en répétant la mesure à l'unité, regardez les valeurs, c'est que la fluctuation est assez conséquente. On va le voir si on fait un cycle on va faire 200 mesures par exemple, d'accord. On va lancer un cycle de 200 mesures. On affiche ici les paramètres statistiques, hein, donc la moyenne est respectée, 4,78, mais on a un écart type donc de 0,54 microsieverts par heure. Donc globalement, on peut s'attendre à ce que les valeurs de mesure soient comprises entre la valeur moyenne, hein, voilà, qui ici est bonne, hein, on a bien les 4,71 dus au césium 137, plus les 0,7 de bruit de fond, hein. Donc la moyenne, hein, toujours pareil, théorème central limite, la moyenne c'est la meilleure estimation possible, hein, et on a cette dispersion, donc les mesures seront comprises entre 4,78 plus ou moins 1 microsievert, hein, à k égale 2, ce que l'on va constater sur le graphe ici, hein. Si on affiche ces 200 mesures, hein, on voit bien qu'on va à peu près de 3,5 microsieverts, on a eu des valeurs qui allaient jusqu'à 6,7, d'accord. Donc on a une dispersion assez importante de la mesure qui peut être gênante, hein, voilà. Alors, pour essayer de diminuer cette variabilité, on peut jouer sur deux paramètres. Le paramètre le plus évident que tout le monde connaît en mesure nucléaire, c'est d'augmenter la durée de mesure de telle façon à avoir une valeur de comptage plus élevée. Et si la valeur de comptage est plus élevée, la variation relative sera plus faible. Et là, il faut bien comprendre que l'estimation du débit dose est collée à la valeur de comptage. Donc si on a une variabilité de 10% en termes de comptage, on aura une variabilité relative de 10% sur la mesure de débit de dose. Et donc, c'est un 1 sur racine de n, hein, cette variabilité relative. Donc l'objectif, c'est de pouvoir augmenter ici, hein, de la valeur de comptage. Alors on peut jouer sur le premier paramètre le plus évident, c'est la durée de mesure. Donc ici, par exemple, on peut prendre un temps d'intégration de 10 secondes. Voilà, et donc si on fait les mesures, on va constater déjà à l'œil qu'on a une variation qui est un petit peu plus faible. On le verra d'autant mieux si on fait un cycle de 200 mesures. On avait un écart type de 0,55, vous voyez. Hein, bon, la moyenne, elle est toujours là. Maintenant, l'écart type est de 0,17, et ça, on va le voir.
avec le graphe, hein, on voit la mesure qui se resserre. D'accord? Donc, on peut toujours augmenter la durée de mesure. Maintenant, avec des instruments tels qu'un radiamètre, même 10 secondes de temps d'intégration, ça commence à être beaucoup parce que là, on casse la réactivité du radiamètre. Ça veut dire qu'un opérateur devra rester plus longtemps au point de mesure pour accumuler quelques mesures. Voilà, d'accord? Sans bouger. Donc, parce qu'on pourrait mettre aussi 100 secondes par exemple, hein, donc si on met ici 100 secondes, voilà, je refais de mesure. Bah, si on fait un cycle, alors on va en prendre un petit peu moins, sinon c'est un petit peu long. Hein, si on lance un cycle de 50 mesures, et ben on voit que là encore, on va réduire encore la variabilité de la mesure. Hein, vous allez voir le graphe se resserrer. Bon. Mais 100 secondes, c'est impensable avec un hectomètre ou un radiamètre. Hein. Donc ça, c'est un petit peu une limite à ce premier paramètre. Une seconde façon, alors avant de vous montrer cette seconde façon, notez bien ici la sensibilité, la réponse à la dose que l'on a. On a 15 coups par seconde par microsievert. On a la même pour le cobalt 60, hein, donc ça c'est la compensation qui le permet. Voilà. 15 coups par seconde par microsievert, c'est une sensibilité qui est faible. Hein, je l'ai noté ici. On va voir que maintenant, cette sensibilité, on peut l'augmenter. Là, alors le temps n'y est pour rien. Hein, le temps ne joue pas sur cette sensibilité-là. Par contre, on peut la modifier en changeant les caractéristiques du détecteur, et notamment ses dimensions. Donc on va prendre un détecteur plus volumineux, donc plus large. Donc là, on va jouer sur le rendement intrinsèque. Et puis, plus épais, hein, plus épais, donc on joue sur le rendement intrinsèque, et plus large, hein, sur son diamètre. Là, on joue sur l'angle solide, mais globalement, on joue sur le volume. Hein. On va essayer d'aller attraper 30 cm3, donc un détecteur 10 fois plus volumineux. Voilà. Alors là, bien entendu, si on relance un comptage, c'est plus le même détecteur. D'accord ? Si on relance un comptage au césium 137, hein, voilà, on a une valeur beaucoup plus élevée. Alors, on avait auparavant 722, on a maintenant 5686 ici. Alors bien entendu, là, le débit dose n'est pas bon, puisque on a cassé l'étalonnage, donc il faut refaire l'étalonnage pour ce nouveau détecteur. Donc on note le comptage brut. Il faut refaire un bruit de fond, parce que celui-ci aura évolué en un volume de détection plus grand, donc on intercepte plus le bruit de fond. Voilà, 74. C'est un facteur 10, hein, notez bien. Hein. C'est assez proportionnel au volume, tout ça. Hein. Voilà. Et donc on a un nouveau coefficient d'étalonnage. Là, si on remet le césium 137, on retrouve la valeur attendue. D'accord ? Par contre, et maintenant, alors notez bien que ce qui a changé fondamentalement, hein, c'est la sensibilité du radiamètre en termes de comptage. On a cette réponse à la dose qui est passée de 15 coups par seconde par microsievert par heure à 119 coups. D'accord ? Voilà. Alors là, de la même façon, si on fait le cobalt 60, la compensation suit, hein, d'accord ? Si on refait la compensation, on retrouvera si on refait le calcul ici, on retrouvera la même réponse ici à la dose. Donc, maintenant, ce qui est intéressant pour nous, c'est que, ayant augmenté les valeurs de comptage, on va voir que naturellement, les fluctuations pendant 10 secondes seront plus faibles. Je vous rappelle, avec le détecteur précédent, qui était moins volumineux, la dispersion, l'écart type, c'était de l'ordre de 0,5. Hein, maintenant, si on lance un cycle de comptage, voilà, si on prend 100 mesures, on va voir que la dispersion est beaucoup plus faible. Voilà, on a un écart type de 0,06. Hein, donc on a une mesure qui est vraiment très resserrée autour de la valeur moyenne. Hein, donc voici le second paramètre sur lequel on peut jouer pour casser cette fluctuation. Hein, c'est le volume sensible de détection. Donc, alors, pour terminer, je vais vous montrer un petit peu quel est le problème que cette variabilité peut générer avec un hectomètre ou un radiamètre. Hein.
Voilà, je vous propose un petit jeu hein, avec un ictomètre ici à galvanomètre simulé, hein, c'est-à-dire une aiguille. On mesure un débit d'équivalent de dose qui vaut ce qui vaut. On prend un temps d'intégration d'une seconde, on lance la mesure, et le jeu c'est d'essayer d'estimer la valeur, la valeur du débit de dose moyen. Hein, donc avec une fluctuation assez délicate, c'est pas évident. Alors, ce qu'on peut dire, hein, moi bien sûr je connais la réponse, donc je suis un petit peu biaisé, mais je pense que vous serez d'accord qu'on peut dire que globalement ça tourne autour de 50 microsieverts et on peut guère dire plus. Hein. Maintenant, si on prend un temps d'intégration de 10 secondes, alors ça sera un peu faussé parce que là ça va aller un petit peu plus vite, mais ce que l'on va voir c'est que là, on va casser la fluctuation. Alors il y a le temps de monter à l'équilibre hein, qui est simulé et là encore, moi j'ai un biais cognitif, hein, je connais la réponse, mais enfin, on peut constater qu'on fluctue beaucoup autour de cette position-là. Hein, donc on est un peu plus élevé que 50 microsieverts par heure. Voilà, et la réponse, alors je ne vais pas en donner une parce que je la connais, mais la valeur mesurée, c'était 52 microsieverts par heure. Donc vous voyez l'intérêt de casser les fluctuations, ça permet de baisser l'incertitude sur la valeur mesurée. D'autant que là, on est sur des mesures de terrain, on n'est pas en laboratoire de métrologie, d'accord et donc, c'est quelque chose qui est assez délicat. Voilà. Donc, casser la fluctuation permet d'améliorer quand même la précision de la mesure, la meilleure estimation à l'œil, je dirais. Alors, je vais vous montrer sur une dernière simulation comment on peut prendre en considération cette variabilité et puis, avec des appareils numériques, les améliorer, hein, c'est-à-dire les mémoriser et faire dessus un traitement statistique. Voilà, donc on va lancer la mesure d'un objet. Donc on voit ici l'aiguille en rouge qui fluctue, mais en même temps, lorsqu'on mémorise donc chaque fluctuation de l'aiguille, c'est une nouvelle mesure. Hein, et donc on peut mémoriser ces mesures, on peut afficher la valeur moyenne et les incertitudes associées. Donc par exemple, vous voyez pour l'objet 1, on est autour de 4 microsieverts par heure, et pour l'objet 2, malgré une fluctuation de l'aiguille qui est assez importante, eh bien on voit qu'on est plus faible que pour l'objet 1. Voilà. Alors j'aurais voulu vous le montrer en analogique, mais pas de chance, ça bloque. Hein, en analogique, allez, avec un peu de chance, l'objet 1, voilà comment ça fluctue. Hein. Ah ben ça marche, ouais. Et le jeu, c'est de dire, est-ce que maintenant, sans ce traitement numérique, statistique, est-ce que j'arrive à avoir une différence avec l'objet 2? Voilà, alors c'est tout sauf évident. Et effectivement, avec un radiamètre intelligent, avec un traitement numérique, on peut arriver sans forcer, hein, je recommence, hein, si on met l'objet 1, ben, effectivement, en affichant la valeur moyenne. Et l'intérêt des outils numériques, c'est de mémoriser l'information. Hein. En affichant la valeur moyenne et les barres d'incertitude, dirons-nous, bien on arrive à avoir une meilleure appréciation du débit dose mesuré. Voilà pour ce qu'on aspect sur ces radiamètres. En vous remerciant.